qu'il est en train encore de préparer les gens à ce à quoi ils vont devoir se soumettre. C'est aussi ce qui se passe avec la crise récente des agriculteurs, si vous me permettez de faire ce petit bond en avant ou en arrière, je ne sais pas. C'est aussi ce qui se passe. Quand ils terrorisent, comme l'autre jour dans la ferme en Ariège, quand ils mettent en place une véritable terreur avec des chars, avec des fumigènes, c'est un message qu'ils envoient à l'ensemble de la population. Le message qui est envoyé à l'ensemble de la population, c'est « nous avons tous les pouvoirs et vous allez devoir vous soumettre ». Leur message, c'est « si vous vous soumettez, tout ira bien ». Donc on vous explique à quoi vous soumettre. Et là, en l'occurrence, à vous soumettre à quelque chose d'extrêmement malsain, bien sûr. Et c'est là qu'on ne peut évidemment pas ne pas faire un parallèle avec la séquence Covid. Mais bien entendu. Ça s'est particulièrement révélé, il y a vraiment un avant et un après de la séquence Covid. La séquence Covid nous a révélé exactement comment ils allaient procéder pour changer la société. Donc si le but c'est de déconstruire, de déstructurer, voire de détruire, ils sont parfaitement compétents. Nous les trouvons incompétents parce que nous attendons très logiquement qu'ils règlent les problèmes de la nation. Or ce n'est absolument pas leur objectif. Donc en termes d'incompétence pour détruire la France, c'est finalement une compétence des élites actuelles. Ils sont compétents dans ce domaine-là, et en fait, le problème n'est pas qu'ils soient incompétents pour nous, mais qu'ils sont malveillants. Donc ils n'ont pas l'intention de régler les problèmes qui se posent aux Français, la plupart de ces problèmes étant pour la plupart instrumentalisés par eux. Quelquefois, ils sont créés, ou en tout cas, ils sont utilisés de manière à rejoindre un peu leurs objectifs de destruction du pays. Et le paradoxe est un mode de gouvernance. On l'a déjà connu pendant le Covid, dans les déclarations contradictoires. Pourquoi? J'ai eu l'occasion de le dire régulièrement, mais parce que le paradoxe dissocie les personnes qui l'entendent. C'est-à-dire que, au bout d'un certain temps, vous ne savez plus quoi penser, et au comble de ça, vous ne pensez plus. Vous arrêtez de penser. Vous attendez d'obéir à ce qui finira par se décider. Donc le mensonge, le paradoxe, les déclarations contradictoires que nous prenons justement parfois nous pour de l'incompétence, du manque de cohérence ou de le manque d'organisation, finalement pas du tout. Ça fait partie des choses de l'ingénierie sociale qui leur permettent de subvertir progressivement la population. Ils ont tous fait les mêmes écoles, ils sont parfois passés par les mêmes associations de Young Leaders ou autres. Ils sortent tous du même moule, y compris quand ils se considèrent comme opposants ou comme partis soi-disant opposés. Finalement, ils font tous la même politique et ça, nous le voyons depuis 40 ans. Donner un exemple là, qui me vient à l'esprit, par exemple, si on a travaillé pour un laboratoire pharmaceutique et qu'ensuite on travaille au ministère de la Santé, c'est très délicat de décider si oui ou non le médicament produit par ce laboratoire sera remboursé intégralement ou pas. Surtout quand vous pensez que vous retournerez ensuite dans le laboratoire quand vous ne serez plus en politique. Tout ça, ce sont des modes de fonctionnement qui sont totalement antidémocratiques. Et qui flirtent avec la corruption. Et qui permettent la corruption. C'est ce qu'on appelle la corruption systémique, c'est le système qui est corrompu. Et c'est d'autant plus pervers que, d'une certaine manière, vous pouvez vous retrouver à poser des actions qui ne vous semblent pas amorales, parce que le système vous y pousse. Je pense par exemple aux médecins qui reçoivent des prébendes ou à qui on offre des voyages au bout du monde, etc. Dans un premier temps, il n'y a rien d'alarmant à faire ce genre de choses. Mais quand c'est trop systématique et que vous n'avez pas le temps en plus d'étudier le produit que vous êtes censé mettre en avant, ça finit par poser un problème. Mais c'est extrêmement délicat. Vous voyez, c'est tout le problème de la perversion d'ailleurs, c'est qu'elle ne s'affiche pas. Quelqu'un qui fait vraiment le mal, qui pose une action très très négative, vous le voyez immédiatement. Mais la perversion, c'est beaucoup plus délicat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça dérape, et si vous n'avez pas, je dirais, le positionnement moral, pour ça que moi je parle un peu des vertus aussi dans mon livre, c'est totalement démodé mais extrêmement nécessaire, c'est la vertu qui vous empêche à un moment donné de dire, mais là, j'ai le droit en fait, je peux faire ça, ça n'est pas illégal, mais ça ne me paraît pas sain, donc je ne vais pas le faire. C'est tout le problème posé, la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Parce que beaucoup de choses actuellement en France sont légales, elles sont déjà pas légitimes, voire elles sont amorales. Si je n'étais que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires, ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Ça, c'est un élément de la perversion, c'est aussi un élément de la psychopathie, qui est d'une certaine manière un peu la forme la plus avérée, la plus l'acmé un peu de la perversion. C'est-à-dire, c'est ce goût pour annoncer ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils sont. C'est extrêmement subtil, mais on le retrouve partout.
On le retrouve par exemple dans les déclarations, y compris de Klaus Schwab, du Forum de Davos. C'est quand la perversion devient un mode de gouvernance, on s'aperçoit qu'elle agit de la même manière que pour un être humain simplement pervers, c'est-à-dire elle a ce besoin de déclarer ce qu'elle va faire. Donc en général, quand ils font une déclaration pour dire que quelque chose n'aura pas lieu, il y a quand même d'assez grandes chances pour que ce soit la prochaine chose qui va se mettre en place.